Bonjour à tous. D'abord, comment ça va? Vous avez eu le temps de manger? Bon, j'imagine tout le monde est allé au Ferdinand à côté. Hein, on vous connaît, on y est allé la dernière fois. Je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Vincet, je travaille chez Deezer depuis quelques années. Et je vais vous parler de comment est-ce qu'on partage du code entre plusieurs projets chez Deezer, avec l'aide de bibliothèques internes. Alors Deezer, je ne représente pas, tout le monde connaît. Comment tu connais pas? Comment tu t'appelles? Cyrine? Ouais. Bon, pour la faire courte, Cyrine, Spotify, Deezer c'est Spotify, mais en français. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse pour Cyrine. Alors, comment est-ce qu'on partage du code entre plusieurs projets? Première chose, je vais vous donner un petit exemple de qu'est-ce que c'est, de quoi on parle lorsqu'on parle de plusieurs projets. Alors, chez Deezer, il y a quelques années, on s'est lancé dans les livres audio avec une application dédiée qui s'appelle Audiobooks by Deezer. Alors, celle-ci, si vous ne connaissez pas, je ne vous en voudrais pas parce qu'elle est principalement dédiée au marché allemand. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dedans? C'était une opportunité business. On avait déjà une plateforme de streaming audio, on avait déjà du contenu. Il nous manquait très peu de choses, il nous manquait qu'une application dédiée pour les livres audio. Donc on s'est lancé dans une application Audiobooks. Et comme vous pouvez l'imaginer, alors déjà ça se voit un petit peu rien qu'avec l'interface, mais on peut bien imaginer que pour construire cette application Audiobook, il y avait énormément de points communs avec l'application principale Deezer. Donc on peut imaginer qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait reprendre de l'application Deezer dans Audiobook. Par exemple le player, l'authentification, le moteur de requête, certaines business logic et business model, pas mal d'UI. Donc en fait, il y a à peu près il y a beaucoup de choses qu'on aimerait pouvoir réutiliser, qu'on n'a pas envie de réécrire plusieurs fois. Alors Audiobook c'était un exemple, mais en réalité, on a pas mal d'applications chez Deezer. Donc à la fois des applications mobiles, comme au-delà d'Audiobook et de Deezer, on a aussi Deezer for Creators, 360 by Deezer, et on travaille actuellement sur plusieurs autres applications mobiles dont vous entendrez parler prochainement. Et puis des applications pour d'autres plateformes dédiées, comme pour Android TV, l'application pour Wear OS, etc. Donc on a pas mal de projets, de différentes applications, et on aimerait partager du code. Alors, première chose, on s'est un peu posé la question de quel type de contraintes, quelles sont un peu les exigences par rapport à ce qu'on voudrait mettre en commun et par rapport à nos différents projets. Évidemment, première chose, on voudrait que ce code commun, il soit facile à intégrer. Bon, ça c'est assez évident. Deuxième chose, c'est un peu moins évident, on aimerait que ça n'induise pas de délai d'intégration. C'est-à-dire quand je travaille avec une partie commune et une partie spécifique dans les applications, j'aimerais que ce soit aussi rapide que si je faisais tout dans mes applications. D'accord ? Troisième point, on voudrait permettre des changements très fréquents et même des changements d'API, des breaking change. Pourquoi ? Là, on parle de code commun, mais en interne, dans le cadre d'un business, donc là en l'occurrence Deezer, et on n'a pas un scope bien défini, bien arrêté. Nos applications, on crée de plus en plus d'applications, chaque application évolue dans le temps de manière infinie. On n'a pas une date donnée avec un set de fonctionnalités auxquelles on va s'arrêter pour l'application Deezer. Non, on voudrait que ça continue pour toujours. Donc, on voudrait permettre des changements fréquents, voire même des changements d'API fréquents sur notre code commun. Et dernier point, il faut, en fait, chaque projet et chaque application a un rythme de vie et un cycle un petit peu différent. Et on veut faire en sorte que, malgré ce code commun, on puisse garder des cycles de vie, que ce soit approprié pour des rythmes
totalement indépendants entre les différentes applications. Alors, je voulais vous poser la question, je suis allé trop vite. Comment est-ce qu'on fait ça? Évidemment, bon, les bibliothèques. Bibliothèques, alors vous m'excuserez si je fais un peu de franglais des fois et que je parle de librairie, je vais essayer de me tenir vraiment au terme de bibliothèque, mais je veux bien sûr parler de la même chose. Les bibliothèques, c'est la définition même de ce qu'on cherche, c'est-à-dire c'est une collection de fonctionnalités et de composants qui sont disponibles à travers une interface bien définie et surtout réutilisables par plusieurs programmes. Donc c'est vraiment exactement ça qu'on cherche. Donc voici un petit peu de quoi on va parler du coup aujourd'hui, des bibliothèques. Bibliothèques en tant que module, comment est-ce qu'on fait des bibliothèques? On va voir ça avec les modules en Android. Qu'est-ce qu'on met en général dans nos bibliothèques? Comment est-ce qu'on les organise? Comment est-ce qu'on les distribue? Et enfin, quel est le process de développement pour travailler sur du code commun et intégrer dans des applications clientes? Enfin, on va parler rapidement de documentation et on va voir un petit peu les conclusions. Est-ce que ça a marché et qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça? Alors, première chose, les bibliothèques en Android, évidemment, ça se fait avec des modules. D'accord, des modules, des modules Android, des modules Java, Kotlin. Vous connaissez, d'un côté, on va produire des AR, de l'autre, un jar. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans les détails, il y a éventuellement Dynamic Features, etc. Mais là, pour faire simple, on reste globalement sur les modules Java, Kotlin ou Android. Maintenant, j'ai deux manières d'intégrer des modules dans un projet. Soit je peux considérer mon module comme sous-projet Gradle, donc directement référencer le code source, avec le mot-clé project. Soit je peux compiler l'artefact, compiler mon module, j'aurai un artefact, donc mon jar ou mon AR. Donc par définition, je vais le versionner en général. Et du coup, je vais intégrer cet artefact compilé, donc avec le terme implémentation. Donc soit directement, en général, on va passer par un gestionnaire d'archives, un Maven. Alors, par un peu simplicité, on a testé un peu la première solution avec le partage à travers du source code, directement les modules utilisés dans deux projets. Et ces deux projets, c'était, donc on avait l'application mobile Deezer et puis l'application Android TV. Je vais vous raconter un petit peu très rapidement comment ça s'est passé. En 2017, donc on a travaillé en parallèle sur l'application Android TV et sur l'application mobile Deezer, et on a mis en commun des choses dans des modules. D'accord, donc jusque-là, tout se passe très bien, ça se passe bien, on développe toutes les fonctionnalités qu'on a envie sur Android TV et Deezer mobile. En 2018, le projet Android TV, il est mis en pause au bénéfice d'autres projets. Et en parallèle de ça, l'application mobile Deezer, elle continue à évoluer très très vite. Beaucoup de changements dans les modules, dans le code commun, notamment pas mal de changements d'API. D'accord, donc des breaking change. Et en 2020, on se retrouve là. On doit reprendre notre projet Android TV, on doit implémenter des features de manière assez urgente. Et là, ça nous a pris à peu près 2 mois, rien que pour pouvoir compiler l'application, pour pouvoir réparer et résoudre tous ces breaking change suite aux changements qui avaient été faits dans les modules communs. D'accord, donc on a vu un peu à nos dépens que la première solution code source, là, ça marchait vraiment très moyennement pour des projets avec différents rythmes et cycles de vie. Donc si je résume très rapidement, le source code c'est facile à intégrer, il n'y a aucun délai d'intégration. Par contre, ça va être assez moyen pour des projets avec des cycles de vie différents. Donc on s'est tourné vers la deuxième solution, plutôt compile artefact. Donc on va voir un petit peu dans la suite de la présentation comment est-ce qu'on gère nos compile artefacts, notamment au niveau du développement et de la distribution, pour pouvoir résoudre les problèmes, notamment d'intégration et de délai. Voilà. Au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une bibliothèque? Alors,
Chez Deezer, on ne s'est pas donné de limite particulière sur le type de contenu qu'on a le droit de mettre dans une bibliothèque ou pas. En soi, tout a le droit d'aller dans une bibliothèque. Par contre, on s'est donné un certain nombre de critères. Ce qu'on met dans une bibliothèque, c'est vraiment ce qui est commun et ce qui est vraiment réutilisé dans plusieurs projets. Deuxième point, c'est que on garde toutes les spécificités qui sont propres à un projet, à un client, côté client. D'accord ? On ne veut pas gérer toutes les configurations possibles, toutes les configurations possibles dans la partie commune, dans la bibliothèque. Donc ce qu'on veut faire, c'est plutôt l'inverse. On partage le noyau qui est réellement commun et on laisse les clients, les projets, étendre ces fonctionnalités avec leurs spécificités. D'accord ? Et enfin, dernier point, ça c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le développement, être suffisamment générique, mais pas trop. Bon, ça c'est un point qu'on connaît déjà tous pour la réutilisation des composants. Alors, ça peut paraître un peu abstrait, pour ça, on va essayer de prendre un exemple. Et le premier exemple qu'on a eu chez Deezer, avec notamment l'application Audiobook, ça a été l'authentification. L'authentification, c'est quelque chose qui est assez... En tout cas, chez Deezer, c'était relativement une feature assez lourde et assez complexe. Il y a beaucoup de moyens d'authentification. Il faut gérer tous les moyens d'enregistrement aussi, d'inscription, les moyens de paiement, etc. C'est quelque chose qu'on n'avait pas envie de réécrire 2 fois, 3 fois, 5 fois. Donc on s'est dit, très bien, on va mettre ce parcours d'authentification dans une bibliothèque. Et l'idéal, c'est que ce parcours d'authentification, on imagine entre Deezer et Audiobook, on aimerait pouvoir tout gérer dans notre bibliothèque et lancer cette fonctionnalité-là en une seule ligne de code avec un deep link ou avec une navigation, n'importe quoi. Juste lancer le parcours d'authentification, laisser la bibliothèque se charger de tout le parcours et récupérer à la fin une session, quelque chose comme ça. Alors, à première vue, ça paraissait intéressant, mais en fait, on s'est rendu compte rapidement que ça ne répondait pas à tous nos besoins, notamment pour s'adapter et pouvoir réutiliser l'authentification sur d'autres projets et notamment d'autres plateformes, comme Android TV, Wear OS ou le SDK. Pardon, le SDK, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, donc c'est un SDK qu'on publie pour nos partenaires, pour qu'ils puissent intégrer Deezer dans leurs services et dans leurs applications. Donc là, la bibliothèque telle qu'on l'a imaginée à la base, ça ne fonctionne pas pour ces projets-là, tout simplement parce que l'UI, elle est spécifique en fonction des plateformes. En plus, on a des moyens d'authentification un peu spécifiques par plateforme, notamment avec des systèmes de code, etc. Donc là, la feature telle qu'on l'imaginait à l'origine, ça ne marche pas. Alors, comment est-ce qu'on fait ? À la place de faire une bibliothèque, en réalité, on en fait 3. On fait une bibliothèque Core Authentification. Elle va gérer tout ce qui est plutôt requête, business logic, un petit peu tout ce qui est bas niveau. Une autre bibliothèque Design System. Donc ça, c'est une collection de composants et de guidelines UI réutilisables. Et par-dessus ça, on crée la bibliothèque qu'on imaginait à l'origine, avec du coup le parcours d'authentification entier qu'on pourrait lancer comme ça en une seule ligne. Et ceci, ça nous permet de réutiliser au mieux les composants, l'authentification dans tous nos projets. Donc à la fois Android TV, Wear OS, le SDK, qui vont dépendre de notre bibliothèque Core Authentification, et Deezer et Audiobook qui vont dépendre cette fois-ci de la bibliothèque du parcours d'authentification. Donc maintenant, on va parler un peu d'organisation. On a vu que finalement, ce n'était pas tellement le contenu des bibliothèques qui importait, mais plus leur organisation. Donc on pourrait imaginer soit faire une seule grosse bibliothèque, mais déjà on a vu que ça ne marchait pas bien. On pourrait imaginer l'inverse, aller vers un nombre très important de toutes petites bibliothèques, mais ça pose également d'autres problèmes de scalabilité, de processus, d'intégration, etc.
Finalement, on revient un petit peu aux problèmes qui sont évoqués par Uncle Bob lorsqu'il parle des principes de cohésion de composants. On se retrouve un peu dans cette tension entre vouloir faire une seule grosse bibliothèque ou un seul gros composant ou plein de petites bibliothèques et plein de petits composants. Alors chez Deezer, on a essayé de trouver quelque part un juste milieu et finalement ça reprend pas mal, ça correspond un petit peu à l'exemple qu'on avait vu précédemment mais un petit peu plus large parce que là ça rassemble toutes nos fonctionnalités partagées. Donc on a une première bibliothèque Core qui va gérer le player, tout ce qui est cache, synchronisation, le moteur de requête, l'authentification, etc. Une bibliothèque design system, on en a déjà parlé, et une bibliothèque de features, de fonctionnalités. Donc celle-là, ça va pouvoir intégrer des fonctionnalités un peu comme on a vu avec le parcours d'authentification. On en a d'autres un petit peu comme du server driven UI, etc. Alors là, je vous parle de groupes de bibliothèques. Mais qu'est-ce que je veux dire par ces groupes de bibliothèques? Pour l'instant, c'est un peu abstrait. Alors, on va zoomer sur un exemple. On va prendre l'exemple du design system. Et pour nous, ce qu'on appelle un groupe de bibliothèques comme le design system, de même que Corelib est un groupe de bibliothèques et Features est un groupe de bibliothèques, ben pour nous, c'est un projet Gradle, un projet Android Studio. Avec un package name dédié, donc voilà, design system, et des modules. Donc c'est pour ça que je parle de groupe de bibliothèques, puisqu'en réalité, chaque module va produire son propre artefact, son propre jar AR. Et donc finalement, c'est pour ça qu'on a ce groupe de bibliothèques qui sont rassemblées derrière le même package name. Alors pourquoi est-ce qu'on fait plusieurs modules? Ça va permettre au client, au projet, de ne charger que ce dont il a besoin. D'accord? Lorsque j'ai besoin du design system, en réalité, je n'ai pas forcément besoin de tout au niveau d'un projet client. J'ai besoin peut-être que de certaines parties, peut-être que des boutons, des couleurs, etc. Donc comme ça, on permet au client de ne charger que ce dont il a besoin. Bien sûr, ces modules au sein d'un groupe de bibliothèques, ils peuvent dépendre les uns des autres. Alors on n'a pas le droit de dépendance circulaire évidemment, mais on peut dépendre, par exemple le module bouton, il va dépendre du module couleur. Évidemment. Donc ça, évidemment, avec les dépendances transitives, ça va faire que le projet client qui a besoin des boutons, par transitivité, il va charger le module, la bibliothèque des couleurs. Et dernier point, un groupe de bibliothèques, ça a également ce qu'on fait, c'est une sample app, une application sample propre à cette bibliothèque, qui a plusieurs fonctions. D'une part, ça nous permet de tester toutes les fonctionnalités qu'on a dans ce groupe de bibliothèques, dans ce projet. Ça permet également de les cataloguer. Et enfin, ça sert de documentation pour l'intégration. Pour l'intégration de ces bibliothèques pour les clients. Donc quand je parle de clients, je parle de l'application Deezer mobile, de audiobook, etc. Donc côté client, pour charger ma bibliothèque, ça marche exactement comme pour une bibliothèque externe. Donc je déclare ma librairie, je déclare chaque module dont j'ai besoin, uniquement les modules dont j'ai besoin. Et voilà. Donc jusque-là, rien de très spécial. Alors pour pouvoir faire ça comme ça, on passe par un gestionnaire d'archives. On va en parler un petit peu plus tard. Alors ensuite, comment est-ce qu'on s'organise au niveau de notre version control system, les repositories? Alors, chez Deezer, on utilise GitHub, donc je vais parler de GitHub, de PR, de pull request, etc. Alors, chez Deezer, on a une tendance à faire pour chaque projet un repository indépendant. Donc on a commencé comme ça pour nos bibliothèques. Chaque bibliothèque était un projet. Donc on a fait un repository par projet. Mais on s'est rendu compte de plusieurs problèmes. Déjà, on a des dépendances internes entre les bibliothèques, puisque Features, la bibliothèque Features en haut, elle dépend de Corelib et de Design System. Donc une version donnée de Features ne peut dépendre que d'une version donnée
de core lib et d'une version donnée de design system. Donc, on est obligé de maintenir une certaine table de correspondance des compatibilités, et au niveau de l'intégration pour les clients, pour les projets, bah c'est pas le plus facile en plus. Deuxième problème, c'est les conflits de dépendance externe. On imagine design system qui est sur matériel 1.2, features qui serait sur matériel 1.5, on a un décalage. Un projet client qui dépend dans un premier temps que de design system. Bon, déjà, faut gérer les éventuels conflits avec sa propre version de matériel, mais en plus, si jamais le projet décide un jour d'intégrer la bibliothèque de features, et ben là on va se retrouver avec un clash de versions. Donc c'est Gradle qui va le résoudre pour nous, mais nous on n'a pas, ça va potentiellement, donc on va se retrouver avec le matériel 1.5, ça va potentiellement casser toutes nos fonctionnalités et tous nos composants dans le design system. Voilà, donc ça ne nous convenait pas. Alors, pour répondre à ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Je vous laisse imaginer. On a fusionné. Alors, on a fusionné d'une certaine manière. On a fusionné, on a tout rassemblé, en tout cas nos bibliothèques, dans un seul repository. Et ainsi, on a pu rassembler tous nos scripts et nos fichiers de dépendance. Donc, avec ceci, on force toutes nos bibliothèques à être alignées au niveau des dépendances. Alors malgré tout, on a gardé des projets Gradle indépendants, mais on force l'alignement de toutes nos dépendances et de tous nos scripts. Un point à noter également, toutes les bibliothèques maintenant seront publiées sous la même version. Donc à chaque fois, on publie toutes les bibliothèques d'un coup, toutes sous la même version. Au niveau, par contre, des projets clients, cette fois-ci, on garde nos repositories indépendants sur GitHub. Au niveau de la distribution maintenant, comment ça se passe ? Donc au niveau du versionning, vous connaissez, il n'y a rien de très particulier, je suis un pattern très classique. Donc là, je répète, par contre, la particularité, c'est qu'on publie toutes nos bibliothèques sous la même version. Donc à chaque fois, on va publier toutes les bibliothèques, à chaque fois qu'on a une nouvelle version. Et du coup, une bibliothèque donnée, par exemple features, ne peut dépendre que de la même version des autres bibliothèques, donc de core lib et de design system. Au niveau du Git flow, comment ça se passe ? On suit on suit un release train. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on suit le même cycle de release que nos applications, en tout cas que la plus rapide de nos applications, c'est-à-dire l'application principale Deezer, qui elle suit un cycle de release de 2 semaines. Et on fait ça pour pouvoir être au plus près des releases de notre application Deezer et pour pouvoir réduire au plus les délais d'intégration. Donc ça veut dire que si je fais des changements dans ma bibliothèque, je sais que dans les 2 semaines, ça sera possiblement intégré dans la prochaine release de mon application Deezer. Alors pour pouvoir soutenir ce rythme, évidemment, il faut automatiser. Donc on a automatisé la plus grosse partie de la publication. Donc à noter qu'on publie sur un Nexus, donc c'est un gestionnaire d'archives, donc c'est un Nexus interne à Deezer, puisqu'on est sur des bibliothèques internes qui ne sont pas vouées à être publiques, donc c'est sur un serveur, un Nexus interne à Deezer. Maintenant, on va s'arrêter un petit peu sur la partie publication. Comme on a vu qu'on a un processus un petit peu particulier avec plusieurs projets Gradle indépendants, on a créé un script, on a fait un petit script de publication qui va jouer un peu le rôle d'orchestrateur pour pouvoir publier ces différents groupes de bibliothèques. Et la première chose qu'il fait, ce script, cet orchestrateur, c'est qu'il va résoudre, il va trouver la version qui va correspondre à la release pour toutes les bibliothèques, puisque je répète qu'on publie toutes nos bibliothèques sous la même version. Ensuite,
c'est lui qui va simplement lancer la publication. Donc là, vous connaissez des tâches Gradle basées sur les plugins Maven Publish. Donc on commence par Core, Design System pareil, et enfin Features. Alors l'ordre est important puisque vu que Features dépend de Core et de Design System. Enfin, on va voir un petit peu le processus de développement. Comment est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors première chose, sur le Git flow, comment ça marche? Pour l'instant, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, release train classique. On a master, c'est notre branche de travail. On crée des branches dès qu'on release. Petit point à noter quand même, c'est avec notre processus de publication, on va publier des versions snapshot, donc à partir de master, toutes les nuits. Voilà. Au niveau des applications, donc on va prendre l'application Deezer principale par exemple. Là, on a une branche de développement qui s'appelle Develop. Elle n'a le droit de ne dépendre que d'une version stable, d'une version déjà publiée. Elle ne peut pas pointer vers master, vers une snapshot. Pourquoi? Parce que par définition, on a dit que la bibliothèque devait avoir le droit d'avoir des changements très fréquents et même des changements d'API, des breaking change. Donc si on pointait en permanence développe sur master des côtés bibliothèque, on aurait le risque de casser dès qu'il y aurait un changement d'API, un changement breaking côté bibliothèque. Donc pour ça, on se limite à des versions déjà publiées de manière stable. Mais pour pouvoir quand même intégrer au plus vite, un peu en avance de phase, tous les changements qui viennent des bibliothèques, donc de master, et qui ne sont pas encore publiés dans une stable, on a une autre branche qui s'appelle Lib Snapshot, côté application, qui elle dépend des versions snapshot des bibliothèques. D'accord? Et donc je répète que les versions snapshot des bibliothèques sont publiées toutes les nuits. D'accord? Donc Lib Snapshot pointe directement sur les bibliothèques snapshot. Donc elle peut être cassée, mais c'est quelque chose qu'on accepte, c'est un scope beaucoup plus limité. On va n'utiliser cette branche-là que si on a vraiment besoin d'intégrer les derniers changements des bibliothèques, donc on maîtrise mieux ce scope. Ensuite, pour pouvoir travailler dans notre process de développement, on va avoir besoin de publier nos bibliothèques en local. On va voir après comment est-ce que c'est utilisé. Donc simplement, pour la publication locale, ça marche avec le même script de publication, avec un petit mode différent. Et cette fois-ci, on pointe vers un Maven local. Rien de très, très surprenant ici. Avec un petit trick, quelque part, c'est qu'on ajoute un petit suffixe au package name lorsqu'on publie en local. Ça nous permet d'être sûr de ne pas clasher avec les versions du Nexus. D'accord? Donc quand on veut travailler en local, on est sûr de travailler en local, puisqu'on change le package name. Alors pour pouvoir faire ce switch de package name du côté des applications, des projets clients, du côté des clients, donc on a un petit fichier local non versionné où on set une propriété, voilà, et en fait c'est cette propriété-là, ça va être notre switch. D'accord? Et donc notre switch, en fonction de la valeur de cette propriété, je rajoute le suffixe "local" ou pas au package name de mes bibliothèques. Alors maintenant on va voir un petit peu, avec un exemple, hein, ce sera plus parlant, plus concret, comment est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc pour pouvoir développer une nouvelle fonctionnalité avec une partie dans le code commun, donc dans les bibliothèques, et une partie côté application, on va voir comment ça se passe. Donc là, on va prendre l'exemple de je veux développer un partage sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc ça, c'est la partie à gauche. Donc ça, c'est mon application Deezer, mon projet client. Et c'est ce que je veux avoir. Et pour ça, je vais avoir besoin d'icônes de réseaux sociaux qui doivent faire partie de mon design system. Donc là, c'est la partie à droite. La partie droite, c'est la sample app de mon design system. Donc on voit bien qu'on a les deux parties distinctes. Alors, première étape, j'ajoute mes icônes dans ma bibliothèque de design system en local et je suis basé sur la branche master. Deuxième chose, je publie
mes bibliothèques en local, sur ma machine. Donc ça va pointer vers ma veine locale. Troisième chose, là je passe côté projet Deezer, côté application Deezer. Donc là je vais mettre la petite propriété qui va me permettre de faire le switch. Donc là je vais vouloir pointer vers mon maven local. Quatrième étape, je peux développer maintenant en local sur mon application Deezer, je peux développer ma fonctionnalité avec mes nouvelles icônes. Et donc je suis basé, c'est là que je me base sur la branche lib snapshot, d'accord, puisque c'est elle qui pointe sur la version snapshot, c'est-à-dire la branche master des bibliothèques. Une fois que bon, tout marche, j'ai pu bien développer ma fonctionnalité, et ben là je peux créer ma pull request. Donc une pull request côté bibliothèque, côté design system, et une autre pull request côté application. Avec une petite particularité, c'est que ma pull request côté application, je vais lui donner le lien de la pull request côté bibliothèque. Et en fait, ce lien va être utilisé par la CI pour faire la review de l'application. En réalité, vu que pour l'instant, mes changements côté design system, côté bibliothèque, ils ne sont que sous la forme de pull request, mais ils ne sont pas disponibles, ils ne sont même pas dans une snapshot. Donc, avec ce lien, ça va permettre à la CI de récupérer la pull request des bibliothèques avec donc les icônes de réseaux sociaux du design system. Donc la CI va pouvoir récupérer ça, la builder en local et faire le switch côté application pour pouvoir faire les tests, builder, lancer l'int, les tests unitaires, etc. Donc ainsi, je vais pouvoir valider bien que mon application fonctionne avec les futurs changements des bibliothèques sur Design System. Lorsque tout ça c'est validé, je peux merger ma PR sur les bibliothèques, sur le Design System, et publier une version snapshot. Et enfin, je peux, une fois que ça c'est fait, je peux merger la pull request côté application. Ainsi, on a vu qu'on a quand même, malgré le fait qu'on ait un repository séparé avec du code commun, avec un processus qui à la base semblait assez lourd, j'ai quand même pu développer dans le même cycle de release la partie bibliothèque et directement l'intégration dans la partie application. Donc dans le même cycle de release, je vais pouvoir sortir ma fonctionnalité immédiatement. Ensuite, on va parler rapidement de documentation. Alors pour la documentation, comment on fait ? On a un site dédié qui est basé sur du MKDocs. MKDocs, c'est quoi ? Ça permet de générer un site statique à partir de fichiers Markdown. Ainsi, on a notre documentation qui se trouve directement dans nos repositories sur GitHub. Donc on a à la fois la documentation au plus près du code dans chaque module, et en même temps, on a cette même documentation sous forme structurée par ce site dédié. Ensuite, je rappelle encore, les sample apps extrêmement importants pour la documentation. C'est vraiment des exemples vivants de code pour que les projets clients puissent intégrer les bibliothèques. La dernière partie de la documentation, les release notes. C'est pas parce qu'on est en interne que ça change quoi que ce soit, c'est aussi important que pour des bibliothèques publiques. Parce que c'est la seule manière de vraiment comprendre et savoir quels sont les changements entre deux versions. Donc si je suis un projet client et que je veux pouvoir mettre à jour une bibliothèque donnée, j'ai besoin de connaître toutes les étapes, tous les changements qui sont survenus entre ces deux versions, entre ma version actuelle et la version que je veux cibler. Alors, je voulais parler rapidement de quelques considérations supplémentaires sur le développement de bibliothèques, mais la plupart ont déjà été évoquées dans la conférence de ce matin de Jérôme Mols, donc je vous laisserai plutôt revoir sa présentation qui va un peu plus loin sur ces différents sujets. Alors au final, qu'est-ce qu'on a tiré de cette expérience ? Déjà, est-ce que ça a bien marché chez Deezer? Eh bien, pas toujours. Pas toujours.
déjà, première chose, il y a les expériences dont on a déjà parlé. Avec Android TV, partagé avec du source code directement, les modules, ça marchait pas très bien. On a eu pas mal de problèmes avec nos multi-repositories au niveau des bibliothèques. Donc ça a été un peu... bon, ça a moyennement marché. D'un autre côté, pour l'extraction de fonctionnalités existantes dans des bibliothèques, là c'est pareil, il y a des choses qui ont bien marché. L'authentification a très bien marché entre Deezer et Audiobook. D'autres fonctionnalités comme la synchronisation par exemple, ça a été plus dur. Mais là c'est plutôt une question de modularisation. Comment est-ce que j'extrais une fonctionnalité existante dans un module à part, hein? Donc ça c'est un gros sujet. Donc pour être très rapide, très succinct là-dessus, globalement ce qu'on a fait pour améliorer ça, parce que notre première extraction dans un module ça n'a pas trop marché, ce qu'on a dû faire derrière c'est de réécrire une toute nouvelle API pour cette fonctionnalité de synchronisation et de rebrancher l'implémentation existante derrière cette API. Et là, on avait quelque chose de propre, de beaucoup plus manipulable et intégrable dans plusieurs projets. Donc, je vous mets deux liens qui sont intéressants pour aller plus loin sur deux sujets. Alors là, je vous ai présenté 3 groupes de bibliothèques, mais on a même une autre bibliothèque en KMP. C'est un peu une core librairie de la core librairie, si on veut. Et un autre talk sur la question de architecture et modularisation, plus sur le dernier sujet dont je vous ai évoqué avec la synchronisation. Donc ça, c'est deux petits talks qu'on a fait avec le Frog chez Deezer, et donc sur Deezer. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Première chose, les bibliothèques en tant que module, donc soit directement référencées en tant que source code. Donc c'est facile à intégrer, mais ça marche vraiment pas bien pour des projets avec plusieurs rythmes. L'autre côté, compile, on a vu que ça marchait mieux. Finalement, l'organisation qui est vraiment centrale, l'organisation des bibliothèques, qui est essentiel pour la réutilisabilité, hein, et maximiser la réutilisabilité. Je vous renvoie à l'exemple de l'authentification. Au début, la première idée, on avait vu que ça marchait pas bien pour certains projets comme Android TV, Wear OS, etc. La partie distribution qui est assez importante, il faut l'automatiser, il faut la rendre pratique pour que ce soit facile aux clients d'intégrer nos bibliothèques. Le Gitflow et la publication locale qui nous permettent de réduire au mieux les délais d'intégration. On a vu avec un exemple comment est-ce qu'on arrivait à développer une partie d'une fonctionnalité dans du code commun et la shipper dans le même cycle de release que l'application. Et enfin, dernier point, j'insiste sur la partie sample app qui est vraiment essentiel, et également la documentation pour être sûr que les différents projets et les différents clients vont utiliser et intégrer au mieux nos bibliothèques et nos codes partagés. Je vous remercie de votre attention et je ne sais pas s'il y a le temps un peu pour quelques questions. Apparemment on a un peu de temps. J'ai une petite question par rapport au process de développement qui sont induits par tout ça. Quelle est la partie du process de développement qui a été la plus controversée à mettre en place dans les équipes, et comment est-ce que vous avez tranché, comment est-ce que vous avez choisi de quand même aller vers ces process? C'est pas facile, c'est une question un peu ouverte c'est à moi de choisir qu'est-ce qui a été controversé. Il y a la partie déjà le choix d'aller vers du multi-repo, vers du mono-repo, et de versionner, d'aller vers vraiment versionning unique, où on va republier à chaque fois tous les modules, même s'ils n'ont pas eu de changement.
Ça c'était quelque chose qu'on hésitait, on trouvait ça un petit peu moyen, que c'était pas au mieux optimisé. Maintenant, finalement, le gros problème que ça pose, c'est surtout de l'espace de stockage. Et quelque part, ça nous simplifie beaucoup la vie par rapport à aller vers une solution. Peut-être on a pensé par exemple au système de Bill of Materials, un peu comme à la Firebase, mais pour la simplicité, on a trouvé que pour un peu d'espace de stockage, c'était pas si gênant d'avoir tout sous un seul version. J'avais une question donc, toujours sur le passage de multi-repo à monorepo. Est-ce que ça vous a posé des soucis le fait que ce soit, que tout soit dans un seul repo au niveau de la gestion des pull requests, des conflits, de merge, etc. En fait, que tout le monde travaille exactement dans le même repo par rapport à avoir plusieurs repos indépendants où il y a du coup moins de trafic. Pas vraiment. J'ai pas remarqué de gros problèmes par rapport à ça. On a donc un job qui s'occupe de merger les pull requests, donc qui gère une queue en gros de pull requests à merger. On se demande par qui ça a été mis en place. Donc c'est par la personne qui a posé la question. Donc étonnamment, ça marche plutôt bien. Et en fait, ce qui nous intéressait dans ce monorepo, c'est de pouvoir gérer les breaking change en même temps de fonctionnalités, de la bibliothèque de fonctionnalités avec les breaking change qui viennent de CoreLib et de Design System. Ou lorsqu'on était en multi-repo, lorsqu'on avait un breaking change à la fois côté CoreLib et à la fois côté Design System, on avait beaucoup de difficultés pour les résoudre dans la bibliothèque de features. Maintenant, on a un seul repo et en fait, on s'oblige, vu qu'on doit pouvoir publier en permanence toutes les bibliothèques doivent compiler et doivent fonctionner en même temps, en parallèle. Donc, si j'ai un breaking change de CoreLib qui va impacter features, je le résous dans la même paire. Voilà. Donc, au contraire, ça c'était vraiment, c'était l'une des raisons pour laquelle on est allé vers cette solution. Quand vous êtes passé à compiled libraries au lieu du code source, est-ce qu'il y avait un grand changement côté temps de compilation? Alors, c'est pas venu tout d'un coup. Enfin, on n'a pas pu le voir d'un seul coup. Pourquoi? Parce que quand on l'a fait petit à petit. Donc forcément, on a extrait des petits bouts par petits bouts. Tout le code commun tout le code qu'on voulait mettre en commun et mettre dans les bibliothèques. Donc, on n'a pas pu faire de benchmark ou faire vraiment se rendre compte du changement qu'il y a eu, mais il y aurait probablement des changements relativement importants, oui, parce que dans les compiles d'artefacts, on est sûr qu'on ne recompile pas. Quand on référence les modules directement dans le source code, si on modifie ce module, du coup on rajoute du temps de bulle. Par contre, avant, pour pouvoir faire une modification dans le code commun, j'avais juste à modifier dans mon module commun. Là, on a vu le process. Bon, c'est quand même un peu plus lourd. Donc, en quelque part, ça, par contre, ça rajoute. Parce que même le temps de publication locale, il faudrait que je prenne en compte celui-là, si je veux vraiment en prendre en compte dans tout le process. Donc, dans le temps de compilation, je dirais que c'est partagé. Bonjour. Oui. La question que je voulais vous poser, c'était, vous avez dit que lorsque vous faites une PR côté libre, vous faites systématiquement une PR aussi côté app, pour que le pipeline puisse passer à la fois sur toute l'app. Ma question, c'était, est-ce que vous lancez aussi le pipeline sur les autres clients qui n'intègrent pas forcément les nouveaux changements de lib, aussi pour s'assurer qu'ils peuvent aussi fonctionner correctement? Alors, en fait, je pense que c'est la manière dont j'ai présenté qui faussait un petit peu, qui donnait une fausse impression. On va pas être obligé de faire une pull request côté application.
Il n'y a pas d'obligation à ça. Je peux développer une partie dans le code commun dans les bibliothèques sans que ce soit intégré tout de suite. Maintenant, par rapport aux critères qu'on avait vus au tout début, vu qu'on s'oblige à mettre dans les bibliothèques que ce qui est vraiment nécessaire d'être en commun, du coup c'est vrai que ça va être très souvent le cas. Mais en fait, on va pas lancer sur tous les clients, parce que les clients ils ont des projets, ils ont des rythmes différents, donc il y en a peut-être la moitié qui sont en pause, etc. Et on va pas vouloir les résoudre immédiatement. Et c'est là où le compile artefact est intéressant, c'est que le client qui est en pause, il reste, on fait pas de lib snapshot de machin, il reste avec sa version antérieure et il continue de compiler. Et même quand on le reprendra le projet, il n'a pas besoin de mettre à jour tout de suite les versions. Il a besoin de mettre à jour les versions des bibliothèques que s'il a besoin de nouveautés qui viennent des bibliothèques. Donc en général, ça arrive pas. C'est souvent on a une pull request côté bibliothèque. Assez régulièrement, on en a une côté application parce qu'on a vu que souvent, en général, on mettait dans le code commun. Si je vais aller juste un tout petit peu plus loin, s'il y a quelque chose qu'on pense qui sera utile dans du code commun, mais c'est pas encore le cas, on n'a pas encore vraiment le besoin aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire? On va pas le mettre dans les bibliothèques tout de suite. On va faire la modularisation côté application, du côté de l'application en question, et on va faire au mieux une API très propre, aucune dépendance avec d'autres parties de l'application. On essaie de faire un module ultra indépendant côté application, et le jour où on a vraiment besoin de cette partie-là dans une deuxième application, là, normalement, si on a bien fait les choses et qu'on a été assez rigoureux, on peut le prendre, le poser dans une bibliothèque très très facilement, et comme ça, pendant le temps qu'on n'a pas eu besoin dans d'autres bibliothèques, on a pu faire les changements plus facilement. Voilà, c'est une espèce d'entre-deux, quoi. D'accord, merci. Merci. Ouais. Ici, je crois. Ma question, c'est en retour d'expérience, à quelle fréquence vous avez besoin de modifier les deux? Parce que forcément, par exemple, sharing option, il y avait des icônes juste qui ont été ajoutées dans la bibliothèque. Comme dans la plupart des features, il y a des modifications du i comme ça. Est-ce que c'est 2 tiers, 1 tiers? Est-ce qu'on y gagne vraiment en temps? Là, je vais reprendre mon exemple précédent. C'est que on a vu partager du code, ça prend quand même beaucoup plus de temps que si j'avais ma fonctionnalité dans une seule application. D'accord, donc je vais pas partager du code si ça ne sert à rien. D'accord, donc je vais vraiment mettre des choses en commun dans la bibliothèque que si c'est vraiment utile et que ça va être utilisé dans 2 projets, par exemple. Et là, j'ai tout de suite, je vois tout de suite l'intérêt de réutiliser ma fonctionnalité, parce qu'au lieu de la développer 2 fois, je l'aurais développé qu'une fois. Et sur la fréquence, on a du coup un monorepo pour toutes nos bibliothèques. On est plus d'une vingtaine, voire presque 25 développeurs, et ça fait assez longtemps qu'on a commencé ça. Donc on a une partie de plus en plus importante, entre 30 voire 40% du code qui est dans les bibliothèques, qui est en commun. Donc des pull requests qui sont mergés dans un cycle de 2 semaines, on en a à chaque fois. Donc ça veut dire que si on n'avait pas de changement à la limite pendant 2 semaines, on n'aurait pas besoin de republier. En pratique, vu notre organisation et vu à l'état à laquelle on est des bibliothèques, on en a systématiquement. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que même si je fais un petit changement sur l'accord libre, ça c'est un point un peu à débattre éventuellement, c'est même un petit changement sur l'accord libre m'oblige à republier toutes les autres bibliothèques. Ouais. Non, mais pour ceux qui ont des questions supplémentaires, éventuellement, je vous invite à venir me voir directement. Et comme vous pouvez le voir, on recrute, donc n'hésitez pas à me voir soit moi, soit les collègues avec le logo sur le hoodie. Voilà. Merci.